Est-ce que ça, c'est une frustration, des fois, les anamnèses trop courtes ou... Ben, Toi, microbiologiste, tu travailles à la faculté, mais pour le MAPAC. En fait, moi, je travaille pour le gouvernement du Québec. OK. Là. Donc, le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation. Mais je travaille physiquement sur le campus, là, À Saint-Hyacinthe. ouais, dans le CDE-VQ, mais en fait... Donc ça, c'est la nouvelle bâtisse là, Oui, que... le nouveau gros le laboratoire. super beau hall d'entrée. Oui, la belle grosse salle de nécropsie. Donc, en fait, c'est une bâtisse qui appartient au gouvernement, qui appartient au MAPAC, mais entre les 4 murs, on partage des activités avec la faculté de médecine vétérinaire. Donc, Mais est-ce que tu enseignes aussi la microbiologie, donc la bactério, puis tout ça aux étudiants de médecine vétérinaire? En fait, là, j'ai pris une pause là, depuis quand même avec la pandémie, puis après ça, j'étais en congé de maternité. Mais oui, on a les étudiants qui venaient... j'enseigne pas des cours magistraux, mais on a des étudiants qui venaient à chaque semaine avec nous faire des rondes, des visites du laboratoire, où on leur expliquait l'importance, en fait, des laboratoires de diagnostic, de la bactériologie clinique dans la profession, là. Mais donc, au jour le jour, mettons, ton travail ressemble à quoi? Parce que vous avez évidemment dans le labo, il y a des gens qui font repérer, qui identifient, puis tout ça. Et puis, donc, toi, ton rôle, comment ça fonctionne exactement? Ben, en fait, nous, notre rôle en tant que médecin vétérinaire microbiologiste, c'est vraiment de superviser toutes ces activités-là, de faire tous les suivis de la réception des échantillons. Puis c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on reçoit des échantillons super diversifiés de toutes les espèces confondues. Fait qu'à tous les jours, on vit quelque chose de nouveau. Ouais. Donc, on est souvent, là... c'est des cas bizarres, des fois aussi, parce que, tu sais, quand c'est des infections standards, ils vont pas toujours cultiver, les vétérinaires, mais quand c'est des cas qu'ils veulent aller un peu plus loin, c'est là qu'ils l'envoient. Des cas un peu plus chroniques, des cas réfractaires au traitement. Ouais, exactement. Fait que c'est tout le temps des cas un peu spéciaux déjà en partant, dans peut-être 80% des cas, je sais pas, là, j'ai un chiffre au hasard. Oui, certainement. Donc, puis t'aimes ça, le côté clinique, bien évidemment, l'anamnèse. Oui. Est-ce que ça, c'est une frustration, des fois, les anamnèses trop courtes ou... Ben, oui, ça peut être une frustration, mais en même temps, du moment où il y a quelque chose d'écrit, là, au moins, je suis capable de me repérer, puis je trouve ça intéressant. Mais sinon, on s'appelle, tu sais, on les appelle, là, les vétérinaires avec qui on fait affaire, qui nous soumettent des échantillons. Je ne veux pas parler de frustration, mais je me disais, parce que je me suis posé la question, comme ça peut être quoi la frustration d'une... Ben, ça sonne mal, frustration, mais tu sais, des fois, des choses que tu voudrais que ça soit fait, puis à la limite, tu peux te servir de ça pour ceux qui écoutent, vont peut-être le faire mieux la prochaine fois, mais... Ben là, ici, tu as deux diagnosticiens qui ont le... Oui, toi, c'est les requêtes, mais vous, c'est la même affaire, c'est l'anamnèse. Oui, elle a l'air moins amère que toi, par exemple. Peut-être parce que tu te forces plus quand tu lui envoies quelque chose que tu m'envoies quelque chose. Non, je pense que c'est ça le constat qu'on tire aujourd'hui. Non, mais parce que moi, je te donne un exemple. En oncologie, ben, les frustrations, des fois, pour moi, c'est que le chien n'a pas eu de toucher rectal pendant toute sa vie, puis à un moment donné, il arrive avec une méchante grosse tumeur du sac anal, puis il y a des métastases. Puis s'il y avait un toucher rectal 6 mois ou 1 an avant, elle aurait peut-être été là, tout petite, pas encore... Puis tu sais, c'est un exemple, là. Mais après ça, il y en a d'autres où est-ce que la masse a été enlevée, n'a pas été envoyée en histopathe. Tu sais, des affaires comme ça. Puis moi, tu vois le cas, il y a des métastases, fait que là, tu sais, comment ça aurait été le fun qu'ils soient envoyés en histopathe quand ça a été enlevé il y a 4 mois, puis là, j'aurais pu aider le chien plus, tu sais. Quand tu peux plus l'aider parce qu'il y a eu des choses comme ça, c'est frustrant. Mais... c'est pas... Puis ça sonne comme j'étais fâché contre les vétérinaires, mais des fois, je l'ai vécu. J'ai été praticien généraliste pendant 4 ans, puis je sais que c'est difficile des fois, mais il y a des détails importants quand même qu'on ne veut pas passer à côté. Mais oui. Mais c'est pas une frustration que moi, je vis personnellement. J'enlève pas l'importance de l'anamnèse, mais puis je pense que dans ta spécialité à toi, c'est probablement différent aussi. Mais, tu sais, tant qu'on a quelques éléments clés, moi, j'ai pas besoin d'un roman. Je sais que les vétérinaires qui nous soumettent sont super occupés. Et puis moi non plus, j'ai pas le temps de lire des romans au niveau des anamnèses. Mais ça reste que, parce que ça, c'est un dada qu'on partage, Philippe et moi, mais comme dans ma spécialité, vous avez aussi des trouvailles fortuites. C'est-à-dire que tout ce qui pousse n'est pas nécessairement cliniquement significatif. Fait que c'est là, des fois, que j'imagine que l'histoire va vous aider, ou en fait, toute l'histoire clinique va vous aider à dire, bon, ça, c'est probablement un contaminant de l'environnement ou une flore normale, puis on s'en a pas à s'en soucier. Oui, mais tu sais, c'est sûr qu'après ça, avec la nature de l'échantillon, puis quelques éléments de l'histoire, ben c'est ça, c'est assez facile de faire le lien. Si tu reçois un écouvillon nasopharyngé profond, un lavage trachéal, ben c'est sûr que là, à ce moment-là, tu sais qu'il risque d'avoir... c'est pas une contamination, mais il va y avoir présence d'une flore endogène qui va pousser sur tes géloses, puis il faut que tu puisses faire la discrimination entre ce qui est de la flore endogène versus ce qui est vraiment important ou pathogène, là. Mais oui, tout à fait. Parce que, tu sais, en fait, on oublie peut-être ça, mais avant d'identifier
l'agent pathogène puis de voir comment on peut le traiter, si c'est avec un antibiogramme ou d'autres choses, il faut le faire pousser. Tout à fait. Ça, c'est un défi pour certains organismes. Oui, il y a certains micro-organismes fastidieux. Tout à fait. Puis pas que qui sont fastidieux puis qui poussent pas, mais malheureusement, il y a plusieurs micro-organismes, puis surtout en médecine vétérinaire. Ceux qui poussent le mieux, c'est pas ceux d'intérêt, peut-être. Non, pas nécessairement. Puis même s'ils poussent, puis on sait qu'il est important, ou on sait qu'elle est importante, cette bactérie-là, on n'a pas nécessairement les critères d'interprétation pour faire des antibiogrammes. Fait que ça aussi, c'est quelque chose, il faut réfléchir à ça. On peut identifier une bactérie, vous dire, elle est importante, je pense que vous devez traiter pour cette bactérie-là, mais on peut pas vous donner des résultats d'un antibiogramme parce qu'on n'a pas les critères pour interpréter ces antibiogrammes. Mais OK, Nathan, ça, c'est intéressant. Explique-moi, c'est quoi le genre de critères qui, des fois, vous manquent parce que vous êtes capable de faire physiquement l'antibiogramme, de mettre les pastilles puis de le faire pousser, mais vous n'arrivez pas à l'interpréter dans quelle mesure? Parce qu'en fait, on a des standards qu'on doit utiliser, là, des guides standards pour faire nos interprétations. Bien, vous savez, nous, on utilise encore la technique là, de diffusion avec disques. Donc, de façon plus simplifiée, c'est qu'on fait pousser la bactérie, on met les disques d'antibiotiques, puis après ça, on va aller mesurer la zone d'inhibition. Mais après ça, nous, nos critères d'interprétation, on se réfère à des données surtout qui existent premièrement en médecine humaine, donc l'espèce de chez qui la bactérie, elle est isolée, n'est pas la même que, par exemple, un chien, un chat. Donc, déjà là, ça va aller jouer sur nos critères d'interprétation. Puis après ça, tout ça varie d'une bactérie à l'autre également. Donc, des fois, par exemple, on va isoler du E. coli dans de l'urine d'un chien, puis on va aller faire un antibiogramme là-dessus, mais les seuls critères d'interprétation pour du E. coli qui vient de l'urine d'un chien, on est juste capable d'aller donner un résultat significatif pour, par exemple, je dis n'importe quoi, là, mais l'amoxicilline. Puis toutes les autres, c'est une extrapolation des données qu'on a de la médecine humaine, par exemple, ou de d'autres espèces animales. Parce que la biodisponibilité des antibiotiques, elle peut sûrement varier d'une espèce à l'autre, j'imagine? Ben oui, tout à fait. Puis la concentration dans quel tissu aussi, là, ça, c'est dans l'urine. Il y en a beaucoup qui se concentrent dans l'urine, mais ça varie après ça selon le site aussi qui est... Mais avant tout ça, avant même de se rendre à l'antibiogramme, ben oui, là, il y a toute l'étape de... Premièrement, il faut recevoir l'échantillon, il faut avoir un minimum d'anamnèse puis l'information en ce qui concerne l'échantillon pour pouvoir choisir les bons milieux ensemencés. Puis qu'est-ce qu'il y a reçu avant aussi comme antibiotique? Oui, ça peut être intéressant aussi, mais il faut que les bons milieux de transport aient été utilisés pour que les bactéries soient encore vivantes, parce que comme tu l'as mentionné, nous, on les cultive, on veut travailler sur du matériel vivant. Puis il y en a qui sont sur gélose, il y en a d'autres qui sont en suspension, c'est ça que vous faites dans des... en suspension, des bouillons, en fait. C'est ça. Oui, c'est sûr qu'on va utiliser les bouillons d'enrichissement. Tu sais, comme ça, si jamais la bactérie, elle est présente, mais en plus petite quantité, on va pouvoir aller l'amplifier en bouillon puis aller chercher à ce niveau-là. Ou si l'animal a reçu des antibiotiques. C'est intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'on y pense pas, mais vous êtes une des rares spécialités qui travaille sur du vivant. Tu sais, on envoie des échantillons de quelque chose de vivant, qui vient de l'animal, mais qui n'est pas l'animal. L'animal, c'est l'autre. L'autre exemple qui me vient, parce que vous travaillez sur des images, mais les images ne sont pas vivantes. Là, c'est soit numérique ou physique. Là, des fois, oui, ça veut dire que le patient est vivant, mais le matériel diagnostique, on peut vous utilisez, c'est pas vivant. On peut se l'échanger sans trop se même si tu regardes, je sais pas moi, une fluoroscopie qui est en mouvement, tout ça, mais c'est pas du vivant, c'est du numérique. Alors qu'eux, ils travaillent avec vraiment quelque chose de vivant qui est devant leurs yeux ou en tout cas dans leur laboratoire. L'autre exemple, c'est des cellules, des fois qu'on envoie, parce que des fois, on prend les échantillons de certains cancers, puis on les envoie dans du sérum. Fait que les cellules, quand ils sont au labo, il faut qu'elles soient encore vivantes quand ils les reçoivent. Donc, c'est vraiment les cellules de la tumeur qui sont encore vivantes, qui ont au labo, par exemple, quand ils font de la cytométrie en flux, puis tout ça. Mais sinon, c'est des biopsies, ben là, c'est des tissus qui sont dans le formol, sont morts. Il en reste dans le chien, là, qui sont vivantes, c'est pour ça qu'on veut savoir c'est quoi. Là. Mais c'est vrai, c'est intéressant. J'avais jamais pensé à cet aspect-là. En fait, c'est logique. Mais tu sais, quand tu... Mais c'est pour ça que le prélèvement, puis le transport, joue un rôle important. L'amplification, puis tout ça est une partie essentielle. L'amplification, c'est autre chose, par exemple, parce que des fois, c'est l'ADN que tu amplifies, puis ça, ils peuvent être morts, puis tu vas être capable de l'amplifier. Oui, non, mais mettons comme un bouillon de culture où est-ce que tu as une très juste cette expression-là. Oui, c'est ça.